Écoutez, je vais vous dire quelque chose sur le malheur féminin qui va complètement changer votre perception de chaque plainte, chaque critique, chaque fois que votre femme lève les yeux au ciel. Et avant que vous ne commenciez à penser que c'est une sorte de tirade misogyne, comprenez que ce que je révèle vient de l'observation de milliers de relations, y compris mes propres désastres, et de la reconnaissance de schémas si constants qu'ils sont comme des lois de la physique. Il y a un mécanisme dans la psyché féminine, un programme qui tourne depuis l'enfance et qui crée une insatisfaction chronique, quelles que soient les circonstances extérieures. Et tant que vous ne comprendrez pas ce mécanisme, vous continuerez à essayer de résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. À vous excuser pour des choses qui ne sont pas de votre faute et à vous transformer lentement en une carcasse pathétique d'hommes essayant désespérément de rendre une femme malheureuse heureuse, ce qui revient à essayer de remplir le tonneau des Danaïdes. Savez-vous quelle est la phrase que j'entends le plus souvent de la part des hommes mariés ? Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Il apporte des fleurs, ce n'est pas la bonne couleur. Il organise un rendez-vous, ce n'est pas le bon restaurant. Il aide aux tâches ménagères, il le fait mal. Il n'aide pas, il est paresseux. Il travaille de longues heures pour subvenir aux besoins de la famille, il est absent. Il passe du temps à la maison, il n'est pas assez ambitieux. Cette insatisfaction totale, cette critique globale de tout ce qu'il fait, pense, dit ou ne dit pas, ne le concerne en réalité pas du tout. C'est la révélation qui vous libérera de la prison qui consiste à essayer de plaire à quelqu'un qui ne peut pas être satisfait. J'ai découvert ce schéma par une répétition douloureuse dans mes propres relations. Il y a eu une période, peut-être 5 ans, où je suis sorti avec différentes femmes, d'origine, d'âge, de carrière et de personnalités complètement différentes, mais le schéma était identique. Bonheur initial, lune de miel, puis une insatisfaction croissante à l'égard de tout ce qui me concernait et de notre vie commune. La première femme se plaignait que je n'étais pas assez romantique. Alors, avec la suivante, je suis devenu le grand romantique. Voyage surprise, poésie, toute la panoplie. Elle s'est plainte que j'étais trop doux, pas assez masculin. La troisième, je suis plus dominant. Je prends les choses en main, je prends des décisions. Elle se plaint que je ne tiens pas assez compte de ses opinions. Vous voyez, l'insatisfaction ne concernait pas réellement mon comportement. C'était une condition préexistante qui se serait manifestée quoi que je fasse ou ne fasse pas. Ces femmes exécutaient d'anciens programmes, certains génétiques, certains issus de l'enfance, certains du conditionnement social, qui rendaient le bonheur impossible quelles que soient les circonstances extérieures. Elles étaient malheureuses avant de me rencontrer. Elles étaient malheureuses avec moi, et elles sont malheureuses maintenant, après moi. Parce que le malheur vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Laissez-moi décomposer la première couche de cela, la génétique. La recherche montre qu'environ 50% des traits de personnalité, y compris l'optimisme par rapport au pessimisme, sont héréditaires. Certaines femmes naissent littéralement avec une chimie cérébrale qui les prédispose à voir le négatif en tout. Leur réglage par défaut est l'insatisfaction. Leur état de base est la plainte. Leur normalité est le malheur. Sans un effort sérieux et conscient pour recabler ces schémas, elles resteront en permanence insatisfaites, peu importe avec qui elles sont ou ce qu'elles ont. J'ai observé ce schéma à plusieurs reprises dans des familles où la grand-mère est chroniquement malheureuse, la mère est chroniquement malheureuse et maintenant la fille est chroniquement malheureuse. 3 générations de femmes qui pourraient gagner au loto, épouser le prince charmant, vivre au paradis et trouveraient encore quelque chose à redire parce que leur cerveau est programmé pour se concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien. Ce n'est pas un choix. C'est une prédisposition génétique, comme avoir les yeux marrons ou être gaucher. Mais la génétique n'est que la fondation. Les vrais dégâts viennent de la programmation de l'enfance. Chaque femme malheureuse que j'ai connue avait l'un des 2 schémas d'enfance, parfois les 2. Premier schéma. Relation problématique avec le père. Peut-être était-il absent, peut-être violent, peut-être juste émotionnellement indisponible. Elle grandit avec ce ressentiment profond envers le masculin, cette croyance inconsciente que les hommes la décevront toujours.
Et devinez quoi? Elle crée cette réalité en choisissant des hommes décevants ou en étant si impossibles à satisfaire que même les hommes bien deviennent décevants en essayant de répondre à ces normes impossibles. Deuxième schéma. Elle a vu sa mère être chroniquement insatisfaite et a appris que c'est ainsi que les femmes sont censées être. La mère se plaignait constamment du père, critiquait tout, n'était jamais heureuse avec ce qu'elle avait, voulait toujours plus, différent, mieux. La fille absorbe cela comme une éponge, pensant que c'est un comportement féminin normal. C'est comme ça qu'on gère les relations, voilà à quoi ressemble le mariage. Au moment où elle devient adulte, la programmation est si profonde qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle exécute le logiciel de sa mère. Maintes et maintes fois, je vois des femmes recréer inconsciemment le malheur de leur mère, même quand elles ont consciemment juré qu'elles ne seraient jamais comme elles. Elles se retrouvent à dire les mêmes mots que leur mère, à formuler les mêmes plaintes, à créer la même atmosphère misérable dans laquelle elles ont grandi, parce que c'est ce qui leur semble familier. Et les humains choisissent le familier plutôt que le bonheur à chaque fois s'ils n'en sont pas conscients. Mais c'est là que ça devient vraiment tordu, le fossé entre les attentes et la réalité. On a vendu aux femmes modernes cette fantaisie de ce que les relations et le mariage devraient être. Elles grandissent avec les princesses Disney, les comédies romantiques, les meilleurs moments des réseaux sociaux, et elles entrent dans des relations en s'attendant à être des reines, en s'attendant à ce que la vie soit une romance constante, de l'aventure, des diamants et des roses. Puis la réalité frappe, les factures, les corvées, la routine, les défauts humains normaux de leurs partenaires, et le fossé entre la fantaisie et la réalité devient une source d'insatisfaction constante. Je connaissais cette femme, appelons-la Anne, belle, intelligente, elle avait tout pour elle. Elle épouse ce type qu'il adore. Un homme bien, un emploi stable, il la traite bien. 6 mois après le mariage, elle est misérable. Pourquoi? Parce qu'elle s'attendait à ce que le mariage guérisse toutes ses blessures d'enfance, comble tous les vides de sa psyché, la fasse se sentir complète. Quand ce n'est pas le cas, quand elle se sent toujours vide à l'intérieur, parce que ces vides ne peuvent être comblés que de l'intérieur, elle le blâme. Il n'est pas assez romantique, pas assez brillant, pas assez quoi que ce soit pour réparer ce qui est cassé en elle. Beaucoup de gens vivent cette projection, où le vide intérieur est imputé aux circonstances extérieures. Si seulement il gagnait plus d'argent, je serais heureuse. Il obtient un meilleur emploi, gagne plus d'argent. Elle est toujours malheureuse. Maintenant c'est « si seulement nous avions une plus grande maison ». Ils obtiennent la maison, toujours malheureuse. Si seulement il était plus attentionné. Il devient plus attentionné, toujours malheureuse. Il est trop collant, j'ai besoin d'espace. La cible ne cesse de bouger, parce que l'insatisfaction n'a rien à voir avec la cible. Le fossé entre les désirs et les possibilités crée une autre couche de malheur chronique. Les réseaux sociaux ont convaincu chaque femme qu'elle mérite un style de vie que peut-être 1% des gens peuvent réellement se permettre. Elle voit des influenceuses à Mykonos, conduisant des Lamborghini, vivant dans des penthouses, et elle pense que c'est normal, c'est ce qu'elle devrait avoir. Pendant ce temps, elle a épousé un mécanicien, un comptable ou un enseignant, un type normal, avec un revenu normal, et elle se sent flouée. Comme si la vie lui devait plus, comme s'il échouait en ne lui fournissant pas l'impossible. J'ai vu cela détruire des mariages où l'homme se tue à travailler 60 heures par semaine pour offrir une vie confortable de classe moyenne. Mais elle est insatisfaite parce que son ami du lycée publie des photos de vacances de Dubaï. Elle ne considère pas que l'ami est noyé sous les dettes, que les photos sont retouchées, que tout n'est que mise en scène. Elle sait juste qu'elle n'a pas cette vie et que ce doit être la faute de quelqu'un, et la cible la plus proche est son mari. Mais même lorsque les femmes obtiennent tout ce qu'elles pensaient vouloir, l'insatisfaction continue à travers ce que j'appelle le mécanisme de dévaluation. C'est comme une loi psychologique. Au moment où quelque chose devient sien, il perd de sa valeur à ses yeux. Quand elle était célibataire, elle voulait un petit ami. Elle a un petit ami, maintenant elle veut le mariage. Elle se marie, maintenant elle veut un autre type d'homme. C'est la même chose avec tout. Elle veut des cheveux bouclés, elle fait une permanente. Elle veut des cheveux lisses.
Elle veut des seins plus gros, elle se fait opérer, elle se concentre sur un autre défaut. Elle veut une carrière, elle a une carrière. Elle veut être mère au foyer, elle l'obtient, elle veut retrouver sa carrière. Cette dévalorisation se produit aussi avec les partenaires. L'homme sans qui elle ne pouvait pas vivre devient l'homme qu'elle peut à peine tolérer. Ses blagues qui étaient charmantes deviennent agaçantes. Sa stabilité qui était attrayante devient ennuyeuse. Son attention qui était romantique devient étouffante. Rien n'a changé sauf sa perception. Mais elle ne reconnaît pas cela comme son propre schéma psychologique. Elle pense qu'il a changé. Il l'a trompée. Il n'est pas celui qu'elle pensait qu'il était. Vous voyez, l'envie et la comparaison empoisonnent le bonheur féminin à des niveaux jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Chaque femme a maintenant une fenêtre sur la vie de milliers d'autres femmes, ou du moins les versions organisées qu'elle présente en ligne. Elle voit le cadeau d'anniversaire de sa collègue, la rénovation de sa sœur, la perte de poids de son amie, la nouvelle voiture de sa voisine, et chaque chose devient une preuve de l'inadéquation de sa propre vie. Il arrive plus souvent qu'on ne le pense que les femmes créent des récits entiers d'insatisfaction basés sur ces comparaisons. Le mari de Sophie l'a emmenée à Paris pour leur anniversaire. Toi, tu m'as juste emmené dîner. Peu importe que le mari de Sophie l'ait aussi trompé 2 fois et qu'il soit en thérapie de couple. Le mari de Marie aide constamment avec les enfants. Peu importe que le mari de Marie soit au chômage et n'ait rien d'autre à faire. Elle ne voit que ce que les autres ont et qu'elle n'a pas, jamais ce qu'elle a que les autres n'ont pas. L'effet des réseaux sociaux ne peut être surestimé. Chaque femme compare désormais sa vie réelle au best-of de tout le monde, sa relation réelle à la performance de tout le monde, ses véritables luttes à la perfection filtrée de tout le monde. Cela crée un état permanent de se sentir inférieur, de se sentir floué, de sentir que tout le monde a eu la belle vie alors qu'elle est coincée avec la réalité. Mais voici quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Beaucoup de femmes sont profondément insincères, non pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce qu'on leur a appris depuis l'enfance à porter des masques, à jouer des rôles, à être qui elles doivent être pour obtenir et garder un homme. Elles se présentent comme faciles à vivre alors qu'elles sont exigeantes, comme sexuelles alors qu'elles sont frigides, comme domestiques alors qu'elles détestent les tâches ménagères, comme conciliantes alors qu'elles sont contrôlantes. Puis, après le mariage, quand le masque tombe, elles sont en colère d'avoir dû faire semblant si longtemps et en colère contre lui pour ne pas avoir vu à travers le masque. J'ai observé ce schéma d'innombrables fois où les femmes sentent qu'elles ne peuvent pas être elles-mêmes parce que leur moi authentique ne serait pas choisi. Alors elles jouent un rôle, et la performance est épuisante, et l'épuisement engendre le ressentiment. Et le ressentiment se manifeste par une insatisfaction chronique. Elle est malheureuse parce qu'elle n'est pas authentique. Mais elle ne peut pas être authentique parce qu'elle croit que son vrai moi n'est pas assez bien. Alors, elle reste piégée dans cette performance qui rend tout le monde misérable. Le facteur d'immaturité est énorme et s'aggrave à chaque génération. Beaucoup de femmes entrent dans des relations sans avoir la moindre idée de ce qu'elles veulent réellement, sachant seulement ce qu'elles sont censées vouloir selon la société, les amis, la famille, Instagram. Elles n'ont jamais développé leurs propres valeurs, leurs propres objectifs, leur propre sens d'elles-mêmes, séparées de la validation externe. Alors, elles entrent dans des relations pour les mauvaises raisons, y restent pour les mauvaises raisons et se demandent pourquoi elles sont malheureuses. Ces femmes manquent de limites parce qu'elles ne savent pas où elles finissent et où les autres commencent. Elles absorbent les émotions de tout le monde, les problèmes de tout le monde, les attentes de tout le monde, puis se sentent dépassées, épuisées, insatisfaites d'une vie qui n'est même pas vraiment la leur. Elles ont choisi un partenaire en fonction de ce qui impressionnerait les autres, un style de vie basé sur ce qui rend bien sur les réseaux sociaux, un chemin basé sur ce qu'elles pensent qu'elles devraient vouloir plutôt que ce qu'elles veulent réellement. Puis, il y a le complexe de supériorité féministe qui a été programmé dans les femmes modernes. On leur a dit qu'elles sont des reines, des déesses, des prix à gagner, qu'elles méritent tout et que les hommes devraient être reconnaissants de leur simple présence.
Cela crée une dynamique où elle voit les hommes comme des êtres inférieurs qui existent pour les servir, subvenir à leurs besoins, les adorer. Mais voici le paradoxe, vous ne pouvez pas respecter ce que vous considérez comme inférieur. Et vous ne pouvez pas être heureux dans une relation avec quelqu'un que vous ne respectez pas. Je connaissais cette femme qui appelait littéralement les hommes des animaux, sans ironie. Elle disait des choses comme « tous les hommes sont des chiens », tout en se demandant simultanément pourquoi elle ne pouvait pas trouver le bonheur dans ses relations. Elle traitait chaque homme comme un serviteur qui devrait être reconnaissant de l'opportunité de subvenir à ses besoins, puis se demandait pourquoi elle se sentait vide, pourquoi la relation semblait creuse. Vous ne pouvez pas ressentir une connexion authentique avec quelqu'un que vous considérez comme inférieur à vous. C'est psychologiquement impossible. Beaucoup de gens vivent la confusion de sortir avec des femmes qui semblent activement saboter leur propre bonheur. Elle dit qu'elle veut la stabilité, puis crée le chaos. Dit qu'elle veut la paix, puis déclenche des disputes. Dit qu'elle veut de l'amour, puis repousse l'affection. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est une programmation inconsciente qui se joue. Elle recrée le dysfonctionnement qu'elle connaît parce que le dysfonctionnement lui semble familier. Les blessures de l'enfance sont si profondes que beaucoup de femmes ne reconnaissent même pas le bonheur quand elles le vivent. J'ai vu des femmes dans des relations vraiment saines créer des problèmes à partir de rien, parce que la paix leur semble anormale, la stabilité leur semble suspecte, le bonheur leur semble temporaire. Alors pourquoi ne pas le détruire maintenant plutôt que d'attendre qu'elle se termine inévitablement? Elles sont si convaincues que le bonheur est impossible qu'elles le rendent impossible. Maintes et maintes fois, je vois des femmes détruire de bonnes relations à cause de ce que j'appelle le syndrome de « l'herbe est plus verte ailleurs sous stéroïdes ». Il ne s'agit pas seulement de penser que quelqu'un d'autre pourrait être mieux. C'est être bombardé quotidiennement d'images et d'histoires sur à quel point tout le monde a une vie meilleure. Son fil d'actualité est plein d'annonces de fiançailles, d'annonces de naissance, d'annonces de promotion, de photos de vacances, de photos de transformation, et chacune semble être la preuve qu'elle a fait le mauvais choix, qu'elle s'est contentée de moins, qu'elle a raté plus. L'horloge biologique ajoute une autre couche d'insatisfaction que les hommes comprennent rarement. Les femmes ont une fenêtre limitée pour certaines expériences de vie, le mariage, les enfants, la construction d'une famille, et cela crée une anxiété sous-jacente qui empoisonne le bonheur. Soit elle se précipite pour atteindre les étapes et est malheureuse à cause de la pression, soit elle a atteint les étapes et est malheureuse qu'elle ne l'ait pas comblée comme elle s'y attendait, soit elle a manqué les étapes et est malheureuse de ce qu'elle n'aura jamais. Je me souviens d'avoir parlé à cette femme à la fin de la trentaine, carrière réussie, bel appartement, relation décente, mais absolument misérable. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai tout fait correctement selon le plan que j'avais fait à 20 ans, mais le plan était mauvais et maintenant il est trop tard pour changer de cap. Elle avait privilégié la carrière à la famille, la vie citadine à la communauté, l'indépendance à l'interdépendance, et se sentait maintenant piégée par ses propres choix, sans moyen de les annuler. La manipulation et les tests que les femmes font, souvent inconsciemment, créent leur propre malheur. Elles testent les limites pour se sentir en sécurité, mais les tests créent des conflits. Elles manipulent pour que leurs besoins soient satisfaits, mais la manipulation détruit la confiance. Elles créent du drame pour ressentir de l'intensité, mais le drame épuise tout le monde. Elles créent littéralement les conditions de leur propre malheur, tout en croyant qu'elles essaient d'atteindre le bonheur. Vous voyez, il y a aussi la programmation de la princesse depuis l'enfance qui prépare les femmes à une insatisfaction permanente. On dit à chaque petite fille qu'elle est spéciale, unique, qu'elle mérite le prince charmant, qu'elle mérite une vie de conte de fées. Puis elle grandit et la réalité est banale. Son prince charmant a mauvaise haleine le matin et des chaussettes sales. Le château est un appartement de 2 chambres et il n'y a pas de « ils vécurent heureux pour toujours ». Juste la vie quotidienne avec ses défis et ses déceptions normales. La réalité économique ajoute une autre couche.
On a vendu aux femmes l'idée qu'elles peuvent tout avoir, carrière, famille, romance, aventure, richesse, épanouissement dans tous les domaines simultanément. Mais la réalité implique des compromis. Le succès professionnel signifie souvent moins de temps en famille. Se concentrer sur la famille signifie souvent des sacrifices de carrière. La sécurité financière signifie souvent moins d'aventures. Mais reconnaître ces compromis est perçu comme un échec, comme se contenter de moins. Alors, elles restent perpétuellement insatisfaites de ce qu'elles ont choisi. J'ai vu des femmes de carrière à succès misérables parce qu'elles n'ont pas de famille, et des mères au foyer misérables parce qu'elles n'ont pas de carrière, et des femmes essayant de faire les deux misérables parce qu'elles sont épuisées et ont l'impression d'échouer dans tout. Le mythe du tout avoir a créé une génération de femmes qui se sentent comme des échecs, peu importe ce qu'elles accomplissent, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'elles n'accomplissent pas. Mais voici la vérité la plus sombre sur le malheur féminin. Pour beaucoup de femmes, c'est devenu une identité. Elles créent des liens avec d'autres femmes en se plaignant. Elles obtiennent de l'attention en se posant en victime. Elles évitent la responsabilité en blâmant leur insatisfaction sur les autres. Elles sont malheureuses depuis si longtemps qu'elles ne sauraient pas qui elles seraient si elles étaient heureuses. Le bonheur exigerait de tout changer dans leur façon de se rapporter au monde, et c'est terrifiant. Beaucoup de gens vivent cette dynamique étrange où tenter de rendre une femme malheureuse heureuse ne fait qu'empirer les choses. Vous résolvez un problème, elle en trouve un autre. Vous répondez à un besoin, elle en développe un autre. Vous réglez une plainte, elle en crée une autre. Parce que le malheur ne concerne pas les problèmes, il concerne l'identité, le sentiment familier, l'état d'être connu. Le bonheur serait étranger, inconfortable, suspect. La culture de la thérapie a aggravé cela à bien des égards. Au lieu d'apprendre à être reconnaissante, à accepter l'imperfection, à prendre leurs responsabilités, beaucoup de femmes apprennent à tout pathologiser, à voir des traumatismes partout, à blâmer l'enfance pour des choix d'adultes. Elles développent ce que j'appelle le narcissisme thérapeutique, une concentration sans fin sur leurs propres blessures, leurs propres besoins, leur propre parcours de guérison, sans aucune conscience de la façon dont leur malheur affecte tout le monde autour d'elles. Je connaissais ce couple où la femme était en thérapie depuis 10 ans, et au lieu de devenir plus heureuse, elle était devenue plus insatisfaite parce que maintenant elle avait le langage psychologique pour justifier chaque plainte. Il ne validait pas assez ses sentiments. Il était émotionnellement indisponible quand il était fatigué après le travail. Il la gaslightait quand il n'était pas d'accord avec son souvenir des événements. La thérapie qui aurait dû l'aider à prendre ses responsabilités lui a plutôt donné des moyens plus sophistiqués de le blâmer. Les solutions au malheur féminin existent, mais elles exigent des choses que la plupart des femmes modernes ne feront pas. Une véritable introspection, la prise de responsabilité, la réduction des attentes pour qu'elles correspondent à la réalité, la pratique de la gratitude, le choix du sens plutôt que du bonheur, l'acceptation de l'imperfection en elle-même et chez les autres. Ce ne sont pas des solutions sexy, elles ne font pas de bons posts Instagram, elles n'obtiennent pas la validation d'autres femmes, mais elles fonctionnent réellement. Il arrive plus souvent qu'on ne le pense que les femmes ne deviennent capables de bonheur qu'après que de multiples échecs relationnels les forcent à regarder à l'intérieur. Après avoir blâmé 3 ou 4 hommes différents pour leur malheur, certaines femmes réalisent enfin qu'elles sont le dénominateur commun. Après avoir créé les mêmes problèmes dans différentes relations, certaines reconnaissent leur propre schéma. Après avoir perdu des hommes bien à cause de leur insatisfaction chronique, certaines finissent par apprécier ce qu'elles avaient. Mais pour la plupart des femmes, le malheur continue parce que c'est plus facile que de changer. Il est plus facile de le blâmer que de s'examiner elle-même. Il est plus facile de vouloir plus que d'apprécier ce qui est. Il est plus facile de se plaindre que d'agir. Il est plus facile de rester malheureuse que de faire le travail que le bonheur exige. Et dans une culture qui dit aux femmes qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont et que tout malheur est la faute de quelqu'un d'autre, pourquoi changeraient-elles ?
L'impact sur les hommes est dévastateur. Des hommes bien passent des années, des décennies, des vies entières à essayer de rendre des femmes malheureuses heureuses, sans comprendre que c'est impossible. Ils sacrifient leurs propres besoins, leur propre bonheur, leur propre identité, en essayant de combler un vide qui ne peut pas être comblé de l'extérieur. Ils développent de l'anxiété, de la dépression, perdent confiance, se perdent eux-mêmes, en essayant de plaire à quelqu'un qui ne peut pas être satisfait. Maintes et maintes fois, je vois des hommes détruits par cette dynamique, réduits à des ombres d'eux-mêmes, s'excusant constamment d'exister, marchant sur des œufs dans leur propre maison, ayant peur de mal respirer, de peur que cela ne déclenche une autre vague d'insatisfaction. Ils pensent que s'ils essayent juste plus fort, font plus, sont meilleurs, elle sera enfin heureuse. Mais elle ne le sera pas, parce que le malheur ne le concerne pas. La vérité la plus difficile à accepter pour les hommes est que vous ne pouvez pas rendre une femme malheureuse heureuse. Si elle était malheureuse avant vous, elle sera malheureuse avec vous et malheureuse après vous. Votre présence, vos efforts, votre amour ne peuvent pas guérir ce qui est cassé en elle. Seule elle peut faire ce travail, et la plupart ne le feront pas parce qu'il est plus facile de vous blâmer que de se réparer elle-même. Cela ne signifie pas que toutes les femmes sont chroniquement malheureuses, ou que le bonheur est impossible dans les relations. Mais cela signifie que beaucoup de femmes portent des programmations, des blessures, des attentes et des schémas qui rendent le bonheur extrêmement difficile, quelles que soient les circonstances extérieures. Et si vous êtes avec l'une de ces femmes, vous devez comprendre que son malheur n'est pas de votre faute, pas de votre responsabilité, et qu'il n'est pas en votre pouvoir de le réparer. Le test est simple. Était-elle heureuse avant de vous rencontrer? A-t-elle un schéma de bonheur dans d'autres domaines de sa vie? Prend-elle la responsabilité de ses propres états émotionnels? Pratique-t-elle régulièrement la gratitude? A-t-elle des attentes réalistes? Si la réponse à ces questions est non, alors vous êtes avec quelqu'un qui est chroniquement malheureux, et cela ne changera pas à cause de quoi que ce soit que vous fassiez ou ne fassiez pas. C'est pourquoi les femmes sont toujours malheureuses. Non pas à cause des hommes, non pas à cause des circonstances, mais à cause de programmes internes qui tournent depuis l'enfance et qui créent de l'insatisfaction, quelle que soit la réalité extérieure. Comprendre cela ne résout pas le problème, mais cela vous libère de l'effort futile d'essayer de réparer ce que vous n'avez pas cassé et ne pouvez pas réparer. Son bonheur est sa responsabilité, et tant qu'elle ne prendra pas cette responsabilité, elle restera malheureuse, quoi que vous fassiez, avec qui elle soit ou ce qu'elle est. Vous nous suivez depuis quelle ville ou quel pays? Dites-le nous dans les commentaires, j'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Et d'ailleurs, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Vos impressions sont précieuses. Où que vous soyez dans le monde, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous souhaite d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Si vous aussi vous avez une histoire fascinante, une anecdote touchante ou une expérience à partager, n'hésitez pas à la raconter. Cet espace est aussi le vôtre. Qui sait, votre histoire inspirera peut-être quelqu'un d'autre